Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les mardis soirs sur Watch TV 20h-21h. On est en direct, iWeek c'est toute l'actu Apple, de l'écosystème Apple en tout cas en live. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez, vous les fidèles et les autres aussi. Vous nous suivez sur les box. Alors je vous rappelle les numéros de canaux indispensables, hein. SFR 178, Freebox 154, Bbox de Bouygues Télécom 127 et Livebox Orange TV canal 168. On est ensemble pendant une heure avec certains de nos camarades que vous connaissez bien désormais. On va tout de suite aller les saluer. Allez, de gauche à droite. Vous le reconnaissez, il est mondialement connu pour son casque avec lequel il dort. C'est Teddy, Teddyland. Salut Teddy. Salut Benjamin, salut tout le monde. Tout va bien? Ravi de te retrouver en ce mardi soir. Et comme tes deux camarades, tu as fait tes devoirs parce que ce soir c'était un vrai numéro d'iWeek collaboratif. On a tous contribué au conducteur et c'est vraiment sympa. À côté de toi, Teddy. Presque les mêmes lettres, on enlève le T et c'est Eddy Magnette. Salut Eddy. Allez, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie pendant une heure. Et pareil pour nous. On te retrouve sur tablettetactile.net notamment. C'est bien ça, notamment. Et tu vas mettre ton expérience au profit de l'actu Apple à nouveau ce soir. Exactement. Et puis à ta gauche, Eddy, notre père spirituel à tous, en duplex de Nice, c'est Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, namasté. Namasté Eli, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, on rappelle que tu es à la tête de deux magasins, donc deux Apple Premium Resellers à Nice et à Cannes. Tu es le porte-parole des Apple Premium Resellers en France. Et l'une des mémoires vivantes de la marque à la pomme dans notre beau pays. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors le programme est chargé, il n'y a pas de très grosse actu, on est encore dans le débrief en tout cas les dernières répliques des annonces de la WWDC d'il y a 8 jours. Vous avez pu la suivre en direct sur Watch, on a débriefé dès le lendemain. Et donc la semaine dernière, je vous invite d'ailleurs à retrouver le replay si vous avez raté tous ces grands moments. Ce soir, on va revenir à un modèle plus traditionnel de l'émission. On va reprendre le fil de l'actu Apple de ces derniers jours. Actu qui se concentre pas mal autour des évolutions des systèmes d'exploitation. Alors, on va commencer par l'existant. Yosemite continue sa vie. On sait qu'El Capitan, la nouvelle version majeure arrive cet automne. D'ici là, Yosemite continue de grandir et de chasser les bugs, on va dire, hein. Parce qu'il y a une nouvelle build qui est dispo depuis quelques heures. Oui. En fait, vas-y. Non, je disais qu'il corrige les problèmes, notamment pour les connexions Wi-Fi. Il y a des pertes de connexion. Souvent, moi, j'ai eu ce problème, justement. Mais c'était plutôt dans les premières versions de Yosemite. Je l'ai un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'au début, sur les premières versions, là, quand Yosemite était sorti, que j'avais installé, c'était quasiment tous les jours, je devais relancer mon Wi-Fi parce qu'il se reconnectait pas automatiquement, quoi. Ouais, ça a été vraiment l'un des gros défauts de cette version de l'OS. Et puis surtout, ça a été un bug persistant quand même. Ça a duré longtemps. On peut penser que le bug sera enfin réparé puisque le fonctionnement du Wi-Fi va changer. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que ça a été un bug qui a été vraiment persistant et Apple a vraiment mis du temps avant de le régler. Enfin, maintenant on croise les doigts, on espère qu'il sera réglé justement avec la sortie a priori à la fin du mois de la prochaine version. Est-ce que vous avez subi ce bug? Moi je suis passé à côté pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je l'ai subi sur mon iMac. Ah, pardon, on n'a pas entendu. Teddy?
Moi personnellement, oui, moi je l'ai eu de manière persistante au début que j'avais installé Yosemite et ça a duré plusieurs mois. Hein. Et là maintenant, ça fait quelques temps où il y a encore de temps en temps des pertes de connexion, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. Eddie ? Moi, j'ai rien eu sur le MacBook, mais par contre, l'iMac a été impacté, lui, par le fameux bug. Ah, intéressant. Et toi, Ellie ? Rien ? Non, moi je l'ai pas eu, mais on a pas mal de clients qui l'ont eu, donc effectivement c'est un bug assez connu et on espère vraiment qu'il va être réglé. Hein. Mais bon, la 10.4 c'est pas que ça, hein. C'est surtout Apple Music, hein. C'est pour ça qu'ils le sortent. Hein. Mais bon, espérons qu'au passage le bug soit corrigé. Voilà. Et c'est pour ça surtout que ça arrivera à la fin du mois de juin, puisque ça arrivera justement en même temps qu'Apple Music. Absolument. Voilà. Alors cette nouvelle build, donc comme on dit d'OS 10 Yosemite 10.10.4, elle porte le numéro 14E36B si vous voulez tout savoir. Effectivement, elle est attendue à la fin du mois de juin et elle est dispo à la fois pour les développeurs et pour les testeurs, les audacieux grand public. Voilà, elle est disponible pour tout le monde si vous voulez en avoir un avant-goût avec un peu d'avance. Il y a une autre mise à jour qui est peut-être plus intéressante. C'est à ma connaissance, c'est la première bêta d'El Capitan qui est dispo depuis quelques instants, mais uniquement pour les développeurs cette fois. Hein. Oui. Absolument, je confirme, je l'ai vu apparaître sur le site développeur. D'accord. Aucun de vous n'a encore eu le temps ou l'occasion de la télécharger ? Non, pas encore. Non, c'était un peu juste. Hein, ouais, ça date vraiment de juste avant qu'on démarre l'émission. Ça donne assez envie de prendre une bécane qui sert à rien d'autre en tout cas, et d'installer cette bêta d'El Capitan. On essaiera de faire un petit débrief la semaine prochaine. Hein. Oui, mais non. On va essayer. Mais alors, oui, mais non. Pourquoi ? Parce que la tentation a toujours été d'installer les bêtas. Et donc de trouver une machine qui sert à rien, effectivement, pour l'installer. Sauf que les nouvelles fonctions ne marchent que si tu as une machine très récente. Donc à chaque fois que je l'ai fait par le passé, j'ai été déçu parce que j'installais la bêta, mais ça ne marchait pas. Et donc je râlais, j'allais vérifier chez Apple. Ah oui, mais uniquement à partir de telle et telle machine. Et donc s'il faut déballer une machine neuve pour installer une bêta, c'est compliqué. Ou alors on peut toujours créer aussi une partition sur un Mac récent et puis éventuellement installer une bêta. C'est ce que j'avais fait sur Yosemite l'année dernière. Ouais, il y a toujours le risque quand même qu'il se passe quelque chose. Hein, oui. Oui. On va dire que c'est quand même la solution la moins sécure de pas prendre un Mac qui serve qu'à ça. En tout cas, voilà disons qu'il faut penser à faire une bonne sauvegarde avant de le faire. Voilà. Absolument. Oui, et puis comme dit Guillaume à chaque fois, donc je suis son porte-parole virtuel. On pense à lui. Oui, n'installez pas de bêta dans vos machines de production ou de travail, s'il vous plaît, parce que c'est un cauchemar après pour les services techniques. Ouais, et on en a vu je vais citer quelques professions, des avocats ou des dentistes, par l'odeur alléchée, installer une bêta sur leur Mac de travail, perdre l'intégralité de leur fichier client et n'avoir plus que leurs yeux pour pleurer, parce qu'en plus évidemment ils n'avaient pas de sauvegarde, donc voilà. Faites attention, ce sont encore des versions de travail, pleines de bugs, donc il faut y aller et faire attention. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle bêta de Yosemite, elle est disponible pour tout le monde. En revanche, la première bêta d'El Capitan, donc la version qui ne sortira officiellement que cet automne, n'est disponible pour l'instant que pour les développeurs ayant un compte développeur. Tu parlais d'Apple Music, vous parliez d'ailleurs d'Apple Music à l'instant, Eddie et Ellie. Et bien justement, le module d'inscription à Apple Music vient d'apparaître dans la dernière bêta d'iOS 8.4. Alors c'est marrant justement parce que moi je l'ai eu ce matin, je suis tombé dessus ce matin puisque je suis passé sur l'iOS 8.4 sur mon iPhone et justement en lançant la musique ce matin je suis donc tombé sur la page d'inscription pour Apple Music. Alors bien entendu j'ai tenté la manipulation, j'ai tenté de m'inscrire mais on va pas plus loin que les fameuses pages d'accueil. Mais en tout cas, l'information importante, c'est qu'a priori, ça arrivera bien le 30 juin en France, puisque à un moment donné, il y avait eu un doute qui avait plané sur la date d'arrivée. Bon, il y a que Eddie qui
qui a tenté le diable de ce côté-là. Pas de bêta. Bon, un point que j'ai évidemment omis pour l'instant de vous rappeler, c'est qu'on est en direct ce mardi soir. Si vous nous regardez pour la première diffusion, vous pouvez donc participer à l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, vos réactions avec le hashtag iWeekTV. On est à l'affût de vos messages, de vos 140 caractères sur Twitter. Et donc, profitez-en. On parlait des développeurs qui ont un compte sur le site d'Apple. Les comptes développeurs vont bientôt se renouveler automatiquement. Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que par défaut, voilà. Il faudra décider d'arrêter le renouvellement, c'est ça, d'empêcher le renouvellement. Exactement. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle pour les développeurs parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que le compte arrive à expiration et donc du coup, on perd l'abonnement, on perd les certificats, on paye en retard parce que juste on n'y a pas pensé et puis il faut tout refaire. Donc c'est un peu embêtant. Et donc là, ils ont décidé de le faire par tacite reconduction et finalement, c'est plutôt pas mal parce que en plus, c'est beaucoup moins cher qu'avant puisqu'ils ont fusionné tous les programmes. Donc maintenant, c'est $99 pour tous les programmes alors qu'avant, c'était $99 par programme, c'est-à-dire un pour macOS et un pour iOS. Ah ben ça, je savais pas, tu vois, typiquement. Et oui. Ça date de quand, ça ? C'est sorti il y a quelques jours. Moi, j'ai reçu un mail en tant que développeur, mais quand on va sur le site Apple, ils le disent. Donc, les programmes, maintenant, c'est donc une fusion des deux programmes. C'est un forfait unique. Exactement. Un forfait, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même très rare quand on est développeur d'interrompre son abonnement. En général, si on est développeur, on a au moins une appli sur l'App Store et donc on n'a aucune raison a priori d'arrêter et de ne pas renouveler son abonnement. Donc ça va dans le sens de la simplification chère à notre cher gouvernement. Exactement. Et puis c'est beaucoup moins cher parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on payait $500 par programme. Hein, donc on y allait de ces $1000 annuels. Hein, on n'était pas nés, nous. Hein. Bon, on parle souvent voiture avec toi, Élie, toi qui aimes bien les voitures électriques à l'avant-garde de la technologie. Est-ce que tu as vu cette vidéo mise en ligne par Range Rover ? Oui, ça laisse un peu rêveur. Oui. Alors raconte-nous, toi qui es fan des voitures qui se pilotent automatiquement. Écoute, en attendant que ça soit autorisé par le gouvernement, on avait déjà vu des petites choses du style BMW avait montré que la voiture pouvait se garer et sortir d'une place de parking quand elle est très étroite. Donc c'était simplement faire avancer et faire reculer la voiture. Mais là, ce que montre Range Rover pour la première fois, c'est quelqu'un qui est avec son iPhone et il a un volant virtuel comme dans un jeu et il conduit la voiture. Donc là, c'est pas simplement avancer, reculer, c'est carrément prendre des virages, freiner, accélérer avec une limite. Hein, c'est 4 miles, je sais pas combien ça fait en kilomètres. Oh, ça fait 6 km/h. Mais c'est voilà. Donc, la voiture avance à 6 km/h quand même. Hein. Ah oui. Là, elle va pas du tout à 4 miles, par exemple. Hein. Elle va vraiment elle doit pas être bridée, là. Mais, en tout cas, la tête du copilote, quand la voiture passe, il n'était pas rassuré, hein, le monsieur à côté. Ça va servir à quoi concrètement parce que là, on le voit en train de se garer, sortir sa voiture, justement. Justement, ça c'est ce qu'avait montré BMW. Donc ça, on peut imaginer Tesla va le faire, d'autres vont le faire aussi. Dans les places de parking en ville, c'est très pratique plutôt que de rayer sa portière. Bon, ça n'empêche pas que la voiture d'à côté vous raye la vôtre. Hein. Ça, ils n'ont pas résolu. Mais c'est typiquement, donc c'est typiquement, par exemple, quand donc en France, le conducteur est à gauche. Quand la voiture qui se gare à gauche de vous vous sert de très près, vous pouvez même pas ouvrir votre portière. En fait, c'est ça l'idée. Exactement. Ça c'est pratique. Après, le reste avec le volant, ce que dit Range Rover, c'est lorsque vous allez passer dans un endroit très difficile et que la garde au sol de la voiture va faire qu'elle va en fait taper, on peut sortir de la voiture, ce qui la surélève un peu et vérifier qu'elle ne va pas être bloquée. Bon. Pour faire du franchissement dans des passages étroits, ça peut être pas mal finalement. Ça peut être pas mal. Voilà, donc cette innovation de chez Range Rover, toujours intéressant et bientôt sur les Tesla, Élie. On a l'impression d'avoir une grande... Maintenant qu'ils ont vu ça, je vais immédiatement leur écrire en disant « Et alors ?» Ils sont obligés, c'est sûr. Oui. Bon, on a l'impression d'avoir une grosse voiture radiocommandée, ceci dit. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai.
Bon, on va se retrouver dans un instant, les amis, pour la suite de cette iWeek auquel vous avez largement contribué. On vient de passer en revue quelques infos que j'avais trouvées cet après-midi. Maintenant, on va mieux comprendre quels sont les sujets qui intéressent Ellie, puisque les sujets à venir ont été mis de côté dans le conducteur par Ellie Abitbol. À tout de suite. iWeek, toute l'actu Apple en live, c'est le mardi de 20h à 21h pour la première diffusion en direct sur Watch TV avec iWeek TV comme hashtag sur Twitter pour vos questions, vos réactions. J'espère que vous suivez le fil Twitter, les amis. N'hésitez pas, hein, si vous voyez passer des messages qui méritent qu'on s'y arrête. Il y a Guillaume qui est très actif là, qui nous suit. Mais pourtant, Guillaume, il a les yeux partout parce que Nintendo est en pleine conf à l'E3 en même temps à Los Angeles. Mais je crois qu'il est déçu par les annonces. Je subodore que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas avec nous en ce moment. Moi, j'en suis sûr aussi. Super Mario a été plus fort que l'actu Apple. Et il y a Grégoire mais aussi. En tout cas, voilà, il tweet. Et Grégoire, il a cette capacité. Aussi. Grégoire est carrément à Los Angeles, lui. Ah oui, ça c'est encore mieux. Bon, pour nous, pauvres mortels qui sommes restés dans l'Hexagone, on va imaginer l'avenir de l'iPhone, puisque ça y est, on est vraiment parti sur les rumeurs de la prochaine génération. Vous pensez tous que ce sera un iPhone 6S plutôt qu'un iPhone 7 ? Il y a de fortes chances, pour l'instant, oui, les indices. Oui. Alors, je crois qu'Ellie, tu as trouvé une date déjà pour le lancement de cette future nouvelle génération. Écoute, on va voir, mais effectivement, la fuite vient comme d'habitude d'un opérateur téléphonique américain qui a dit à ses employés qu'il ne pouvait pas prendre de vacances le 25 septembre. Donc, c'est bon. Mais, bon. Au moins, c'est précis. Au moins, c'est... Voilà. Oui, pourquoi pas. Alors, le 25 septembre. En même temps, les Américains n'ont que 15 jours de vacances, donc... Et puis Apple étant réglé comme du papier à musique, la sortie de l'iPhone étant maintenant se faisant toujours sur la même période, bon, c'est pas bien compliqué, même sans avoir d'informations fiables, de donner une période d'une quinzaine de jours comme ça où on est quasiment certain que ce sera la période du lancement des nouveaux iPhones. Ça veut dire qu'il sera présenté 10 jours avant. Hein. Donc, généralement, le 25 septembre, ça serait, en fait, grosso modo, la disponibilité. J'ai pas vérifié sur un calendrier si c'est un vendredi, comme d'habitude. Hein, Apple, tu sais que généralement, les dispos, c'est toujours un vendredi. Mais à voir, il faut juste vérifier un calendrier si quelqu'un d'entre vous en a un sous les yeux. Je pense que quelqu'un doit avoir un calendrier. On devrait pouvoir alors moi, j'en ai pas là sur le plateau, mais vous pouvez peut-être vérifier pendant qu'on se parle. Donc 25 septembre, donc alors ce serait plutôt la disponibilité. Alors c'est un vendredi, oui. C'est un vendredi. C'est un vendredi, oui. Oui. Voilà. Donc ce serait bien la disponibilité de ce nouvel iPhone. Donc et du coup d'iOS 9. Forcément. Et d'iOS 9, donc iPhone 6S probablement. Est-ce que ça veut dire que ça va être une mise à jour mineure qui ne mérite pas qu'on change de numéro ? Ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est bon, il y a certainement des tas de choses que ça va faire et qu'on ne sait pas encore, mais les premières rumeurs et les premiers bruits disent que évidemment il sera plus rapide, processeur plus rapide, il sera la batterie peut-être un peu plus efficace, mais là il faut voir si c'est iOS 9 ou le hardware. Et la seule nouvelle fonctionnalité que j'ai vue, c'est qu'il y aurait un flash en face avant pour pouvoir prendre des selfies. Alors si c'est ça un 6S, pouvoir prendre des selfies dans le noir, bon, écoute, pourquoi pas, hein, c'est très tendance, mais j'espère qu'il y aura d'autres. Est-ce qu'on va pas voir arriver aussi Force Touch sur l'iPhone, hein, je pense que ça peut être aussi une nouveauté intéressante. Oui, il en est pas mal question. Oui, il en est question. Et puis, je pense que Apple a aussi dans l'idée d'améliorer le capteur arrière en ce qui concerne l'appareil photo, hein, puisqu'il n'a pas bougé depuis quelques années. Donc, il y aura. Je pense que ce sera la génération intermédiaire en attendant le 7, avec quelques micro-évolutions par-ci par-là qui feront de ce téléphone le meilleur qu'Apple ait jamais sorti jusqu'à l'iPhone 7. Oui. En tout cas, ils s'attendent à une demande record pour ce modèle-là. Ouais. Donc, les prévisions sont super optimistes. Hein.
À mon avis, c'est l'effet selfie. Je crois que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre la keynote de l'iPhone 6, donc en septembre, et la réelle disponibilité de tous les modèles partout, il s'est passé presque 3 mois et demi. Il a fallu beaucoup de temps. Ça veut dire que Apple avait sous-estimé la demande. Je crois qu'en octobre, lors de l'annonce des résultats trimestriels, Tim Cook avait dit que l'offre et la demande en ce qui concerne l'iPhone 6 étaient sur 2 planètes différentes, tellement ils étaient loin du compte finalement. Est-ce que c'est pas un problème de production aussi ? Peut-être, mais je crois qu'ils ont été prudents parce qu'ils savaient pas, entre l'iPhone 6 et le 6 Plus, ils avaient réellement des doutes sur lequel allait se vendre, et du coup ils ont été un peu prudents. Ce qu'il y a, c'est que les deux se sont très bien vendus. Après, ça s'est équilibré, mais ça a été problématique parce qu'au début on a eu, nous par exemple, une énorme demande sur le 6 Plus. Donc je pense que tous ceux qui voulaient un super grand écran se sont jetés sur le 6 Plus, et puis après, d'une façon un peu plus naturelle, ça s'est équilibré. Maintenant c'est le 6 qui se vend nettement mieux que le 6 Plus. Il faut pas oublier qu'il y a aussi une très forte demande en Chine aussi, donc forcément en volume, ça représente tout de suite beaucoup, quoi. Je crois que les prévisions là sur le trimestre en cours sont autour de 50 millions d'exemplaires. C'est fou, ça commence à rêver plus d'un constructeur, oui. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc en tout cas, on serait sur le 25 septembre pour la disponibilité de ce nouvel iPhone 6S. Et donc tu paries Elie sur une annonce autour du 10. Au moins une semaine, si c'est mineur, minimum une semaine à 10 jours. Une semaine à 10 jours. Voilà. Je profite d'une toute petite pause entre deux sujets pour revenir sur une news que j'ai trappée tout à l'heure et qui vaut le coup si vous comprenez l'anglais. Et si vous allez sur le site iMore, vous avez la transcription intégrale de l'entretien accordé à John Gruber du site Daring Firewall par Phil Schiller. C'était lors de la conférence mondiale des développeurs Apple, au lendemain de la keynote. Alors c'est un très très long échange où le moindre mot est transcrit, donc c'est assez sympa si vous comprenez l'anglais. Et visiblement, les deux hommes se connaissent bien et s'apprécient, donc c'est à la fois détendu et assez informatif. Alors évidemment, Schiller dès le départ précise que John Gruber peut lui poser toutes les questions, mais que lui risque de ne pas répondre à toutes. Mais ça se passe dans la bonne humeur, et bon, il y a évidemment tous les sujets de la keynote qui sont sur lesquels revient John Gruber, mais plus largement, on l'a vu, il est question de la diversité. Il est même question à la fin de la longueur des keynotes. Et alors c'est ce qui m'a étonné. Visiblement, Phil Schiller, qui dit avoir participé à plus de 50 keynotes, ce qui m'a aussi étonné, se souvient de keynotes qui avaient été plus longues que celles de la semaine dernière. Je crois que quand on va sur iTunes et qu'on veut télécharger ou visionner la keynote, je crois que au compteur on est à 2h26. Ça, ouais. Et dans l'historique des keynotes qui sont disponibles sur iTunes, en tout cas sur la première page, il n'y en a aucune qui est aussi longue. Non, c'est peut-être possible qu'il y a très longtemps, il y en ait une de 3 heures qui aurait fait date, mais je ne me rappelle plus. D'ailleurs, à propos de la durée des keynotes, à une question de John Gruber, Phil Schiller explique que voilà, la durée idéale selon Apple pour une conférence, celle pendant laquelle en tout cas ils peuvent retenir l'attention au mieux, c'est entre 1h45 et 2h10. Donc là, visiblement, le timing leur a un petit peu échappé. Voilà, mais c'est clairement quand même une des plus longues keynotes de l'histoire. Si vous avez envie et si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille en tout cas de ne pas rater cet échange entre John Gruber et Phil Schiller. C'est suffisamment rare que Schiller donne une interview comme ça pour en profiter. On parlait à l'instant de l'iPhone 6 nouvelle génération, donc probablement iPhone 6S. On parle aussi pas mal en ce moment, à nouveau, de cette rumeur d'iPad Pro. Oui, iPad Pro ou iPad Plus, oui. Ouais. Les deux noms flottent un peu. Et ce qui se passe, comme d'habitude, c'est que dès que la bêta d'iOS 9 a été disponible, les développeurs se sont jetés dessus pour regarder dans le code
quels sont les appareils qui seront supportés et quelles sont les caractéristiques. Et donc, il y en a quelques-unes qui commencent à sortir, celles que tu montres à l'écran. Donc, un écran avec une résolution inhabituelle qui serait supporté effectivement et qui donnerait... Les développeurs vont adorer, hein. Ah ben une résolution de presque 13 pouces pour une tablette, c'est franchement énorme. Hein. Ouais. Et puis l'autre info qui était en parallèle, c'est un clavier qui est apparu dans les secrets de iOS 9, qui est beaucoup plus large qu'un clavier d'iPad, en tout cas que le clavier qui s'affiche sur un écran d'iPad, qu'il soit mini ou Air. Et donc ils se disent mais ce clavier correspond à quel type de machine, parce qu'il est beaucoup plus large que la diagonale d'écran des iPads actuels. Et donc du coup ils ont fait leur petite extrapolation, ils se sont dit ah bah oui, ça correspond à du 12 pouces et quelques. Voilà. Est-ce que tu as une idée, Élie, de la période à laquelle cet éventuel nouvel iPad pourrait sortir? Tu vois ça quand? Octobre. Avant un Noël? mois après. Un mois après l'iPhone. Un mois après l'iPhone. Est-ce que Eddie, tu as à peu près tu ressens les mêmes ondes? Oui, exactement. Bien, je pense que Apple, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quand même une mécanique bien huilée maintenant, avec septembre l'iPhone et octobre l'iPad. Donc je pense que le keynote qui sera consacré à l'iPad en octobre pourrait effectivement voir arriver un iPad Pro ou plus, comme pour l'instant il a un peu ces deux appellations. Et puis pour renforcer encore la présomption d'arrivée d'iPad de grande dimension, la fonction Split View, par exemple, est typiquement une fonctionnalité qui sera bien adaptée à ce genre de tablette. Hein. Pour travailler, par exemple, sur deux choses en même temps, ce sera vraiment la tablette idéale. On est vraiment dans une tablette professionnelle pour vous, ou finalement ce grand écran, il va dans le sens de l'évolution qu'on connaît avec l'iPhone, par exemple? Et on va tous goûter à des tailles d'écran de plus en plus grandes de toute façon. Ouais, moi, je parie plus pour un produit professionnel. Hein. Ah. Bah oui, parce que aujourd'hui, un iPad de 13 pouces, c'est pas typiquement le truc qu'on a avec soi tout le temps, qu'on utilise pour lire au lit, qu'on utilise pour se déplacer d'une pièce à l'autre. Il va être certainement plus lourd, hein, à moins qu'il fasse des prodiges, j'en sais jamais. Mais 13 pouces, bah c'est déjà plus encombrant. On le mettra pas facilement dans une poche de blouson. Donc il y aura peut-être un clavier. Enfin, je sais pas. Moi, je le vois plus dans un univers pro. Mais stratégiquement, tu vois Apple sortir entre guillemets un produit estampillé pro et donc qui écarte le grand public? Non, peut-être plus. D'où le nom. Hein. iPad Pro avait été donné par la presse. Un iPad Plus, comme il y a un iPhone 6 Plus, c'est plus dans les noms Apple. D'où les changements qu'on commence à voir maintenant. Ouais, ça n'exclut personne de l'appeler Plus. Exactement. Et puis Apple se doit de répondre un tout petit peu aujourd'hui à ce qui se passe avec Surface. Jusqu'à maintenant, les deux premières générations de Surface n'étaient pas à la hauteur, mais Surface 3 et Surface 3 Pro commencent à être pas si mauvais que ça. Hein. Donc du coup, Apple se doit de répondre. Hein. Teddy, tu voulais dire quelque chose? Alors, j'ai pas entendu tout ça, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu une petite perte de connexion, parce que je pense que m'a soufflé très fort, là, chez moi, et je pense que je n'arrive pas loin. Mais, l'intérêt aussi, éventuellement, sur un grand écran comme ça serait qu'il soit équipé également d'un stylet, et les évolutions de l'application qui ont été montrées lors de la keynote la semaine dernière, bah, c'est pareil, avec un stylet, ça pourrait être bien, quoi, du coup. On va voir s'il franchit ou pas. Bon, je te confirme que la météo a des conséquences non négligeables sur la qualité de ton débit. Oui. Non, mais le ciel est très très noir là au moment où je te parle. C'est moins bon que d'habitude, mais du moment que ça tient, tout va bien. Bon, voilà donc pour cette iPad et puis, géant. Pour aller toujours dans ce sens, enfin, je sais pas si sur le plateau ou parmi les intervenants, il y en a qui utilisent l'iPad Pro pour travailler, mais l'iPad normal pour travailler, l'iPad reste. On l'a pas encore le Pro. Hein. Mais l'iPad reste une bonne machine pour consulter, pour jouer, mais pour travailler, c'est loin d'être l'idéal quand même. Hein.
il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de créer du contenu sur un iPad que de le faire sur un ordinateur. Et là, je pense que Apple a un vrai travail à faire là-dessus. Ça dépend quoi, hein. On en parlera tout à l'heure, mais la nouvelle version du Creative Cloud qui s'appuyait déjà beaucoup sur des applis mobiles. Elle pousse là encore le concept encore plus loin. Tu pensais à quel type de travail qu'on peut faire sur un par exemple, il m'arrive de préparer des cours sur mon iPad, et c'est vrai qu'insérer de l'image, éditer du texte, c'est quand même moins pratique que quand je le fais sur mon ordinateur, hein. C'est bien moins pratique. Bon voilà, donc cet iPad Pro ou plus, ou XL peut-être, sans doute au mois d'octobre, mais rien n'est sûr évidemment comme à chaque fois. Justement le Creative Cloud, puisque on en parlait, on va s'y arrêter quelques instants. Il a été officialisé ce matin, on avait l'info nous depuis quelques jours, mais comme on dit, on était tenu par un embargo qui se terminait à 6h du matin. Donc depuis 6h du matin, vous avez sur le site de Watch un papier détaillé, très détaillé même sur cette nouvelle version du Creative Cloud, et puis un reportage qu'on a tourné il y a quelques jours chez Adobe France avec plusieurs interviews des experts design d'Adobe qui vont vous expliquer concrètement ce qui change et ce qu'il y a de nouveau. Bon, pour faire simple, il n'y a pas de révolution, d'énormes révolutions, il n'y a pas de très très grosses nouveautés. Chacun des logiciels, hein, il y a une quinzaine de logiciels de bureau qui évoluent. Il y a des évolutions assez sympas. Je pense notamment dans Premiere Pro pour les monteurs à une nouvelle fonction de morphing qui permet de faire disparaître les coupes qu'on est amené à faire pendant les interviews. C'est toujours un problème pour les monteurs, notamment qui font du news, donc pour les JT, les chaînes info. Au moment sur une interview de 25 secondes, s'il faut faire une coupe au milieu, ça se voit. Donc on met un flash au blanc, ou on met un fondu enchaîné, ou voilà, on trouve toujours des artifices qui sont finalement toujours très très visibles. Là, il y a cette fonction de morphing qui est assez pointue, assez balèze, et qui devrait leur rendre pas mal de services. Du côté d'After Effects, c'est avec l'une des demandes des spécialistes d'effets spéciaux, c'est de pouvoir visualiser immédiatement ce que sera le résultat une fois que le rendu aura été effectué. Le problème, c'est que ces rendus prennent du temps, et même avec les machines d'aujourd'hui, il faut attendre entre le moment où on fait un changement et le moment où on peut vérifier que ça correspond à ce qu'on voulait faire. Et donc Adobe a beaucoup travaillé sur la partie sur le moteur et sur la gestion du multiprocesseur pour que ce délai soit quasiment réduit à zéro, et donc en clair, quand on appuie sur la barre espace, ça lance immédiatement ou quasi instantanément le rendu. Voilà, il y a plein de petites nouveautés. Il y en a deux autres sur lesquelles je voulais vous attirer votre attention. D'abord, il y a une nouvelle appli mobile de capture, comme dit Adobe, qui s'appelle Hue. H-U-E. Alors on peut le traduire par teinte, mais c'est plus que ça. L'idée, c'est par exemple, vous prenez en photo, vous prenez en photo un coucher de soleil avec votre iPhone. Eh bien, toutes les données de luminosité, de couleur, de contraste qui définissent cette ambiance, vous allez pouvoir les appliquer à un plan vidéo qui ne se produisait pas du tout au moment d'un coucher de soleil. Voilà, c'est assez étonnant, et on a hâte de le tester. Et puis le dernier point, c'est une banque d'images qui s'appelle Adobe Stock, qui est donc payante, qui est le fruit du rachat de Fotolia, que vous connaissez peut-être, rachat qui avait eu lieu au mois de décembre dernier. Fotolia, une gigantesque banque d'images européenne. Je crois qu'il compte 40 millions de photos et de vidéos, acheté par Adobe pour 800 millions de dollars et repackagé sous le nom d'Adobe Stock aujourd'hui. Voilà, tout simplement, c'est une banque d'images très complète dans laquelle vous pouvez puiser, par exemple, quand vous travaillez dans Photoshop, vous avez besoin d'une photo de la Tour Eiffel, vous faites une recherche directement depuis l'interface de Photoshop sur le mot Tour Eiffel, vous avez le choix entre plein d'images, vous en choisissez une, vous téléchargez une version preview avec un filigrane qui vous permet de la placer dans votre projet, de vérifier qu'elle correspond bien, et une fois que vous avez validé le choix de cette photo, en un clic sur un bouton, vous l'achetez
et Photoshop télécharge automatiquement la version haute def qui remplace la version voilà, de travail de la version avec le filigrane. Donc c'est très très intégré et les prix sont pas délirants pour les créatifs. On est autour de tes souhaits, Ellie. On est autour de c'est du live. Exactement. On est à 10 € un tout petit peu moins pour l'achat d'une image et après il y a des forfaits d'une dizaine d'images par mois sur lesquels les abonnés au Creative Cloud ont 40% de remise. Voilà pour ces infos qui concernent Adobe. Évidemment, c'est un très très gros acteur dans le monde Mac, notamment avec Premiere qui concurrence vraiment Final Cut Pro 10. Et c'est vrai qu'Adobe fait en sorte de maintenir ses avantages. Je dirais pas que Premiere est en avance sur Final Cut, c'est deux philosophies différentes, mais en tout cas, ils sont pas en retard sur Final Cut et ils font en sorte de rester très très compétitifs. D'ailleurs, il y a de plus en plus de boîtes qui quittent Final Cut parce que les sociétés de production et les chaînes estiment qu'Apple n'est pas assez clair dans sa stratégie, ne va pas assez vite. Voilà. Ils ont un atout pas mauvais, hein, c'est qu'ils ont quand même débauché l'ancien responsable Final Cut d'Apple France, qui est passé chez Adobe, qui s'occupe de Premiere Pro. Et qu'on salue au passage, Frédéric Rolland, voilà. Absolument, qui est passé sur Watch, qui est passé sur Watch dans Broadcast Time il y a quelques mois justement pour un face-à-face entre Premiere Pro et Final Cut et qu'on a croisé l'autre jour lors de cette présentation du Creative Cloud 2015 chez Adobe. Voilà pour ces infos. On va continuer avec les actus qui concernent l'Apple Watch et là je vais me tourner vers Eddy. Tu t'es intéressé, Eddy, au premier bracelet non Apple. C'est ça, oui. Ah oui, il y a des premiers bracelets donc qui arrivent dans le commerce. Alors il y a par exemple une marque assez connue dans la maroquinerie qui s'appelle Lucrin, qui propose donc, si mes souvenirs sont exacts, des bracelets qui démarrent à 129 € dans un cuir qui est plutôt de bonne qualité. C'est ce que je pouvais lire tout à l'heure sur e-Génération. Et donc, voilà, les premiers bracelets qui vont concurrencer les bracelets officiels de chez Apple, avec en plus des bracelets qui m'ont l'air plutôt de bonne qualité, avec un prix qui est quand même en dessous de ce que propose Apple. Donc, alors c'est ça qui est intéressant, parce que les bracelets Apple sont très très chers. Exactement. Et c'est intéressant effectivement pour toutes celles et ceux qui ont déjà la montre ou qui vont l'avoir et qui auraient envie de changer le look du bracelet sans forcément se ruiner, puisque je crois qu'il y a aussi des bracelets un petit peu plus bas de gamme qui arrivent aussi. Alors sur le cuir, on démarre à 129 € au lieu de 169 chez Apple. C'est moins cher, mais c'est pas non plus. Alors oui, c'est pas cadeau. Ça reste du cuir. C'est Lucrin, qui est une marque quand même qui propose des produits à des prix relativement élevés, mais c'est la qualité du cuir a priori est bonne et les prix sont quand même en dessous de ce que propose Apple. Donc il y a fort à parier que c'est des bracelets qui risquent d'avoir du succès si les gens ont envie de changer l'apparence de leur montre. L'argument aussi. L'article, je crois. Pardon, t'as dit ? Je crois que c'est le cuir utilisé est plus épais que celui qui est sur les bracelets de l'Apple Watch aussi, d'après ce que j'ai vu dans l'article. Plus épais le cuir, oui. Alors est-ce qu'un cuir plus épais est forcément un cuir meilleur, de meilleure qualité ? Alors ça, par contre, je ne sais pas. Je suis pas un spécialiste de la maroquinerie, mais... Non plus. Bon, il y a un argument aussi, c'est qu'ils utilisent un fermoir traditionnel de montre. Donc parce que ceux d'Apple sont bien, mais ça reste un tout petit peu exotique et différent. Donc ceux qui sont rassurés et qui veulent leur bracelet habituel, avec le système de fermeture habituel, là ils l'ont. Bon, l'Apple Watch, on peut continuer à en dire un mot puisque on n'a jamais été aussi proche de son arrivée réelle dans les Apple Store. Et la possibilité de l'acheter et de repartir avec. Oui. Hélas. Où est-ce qu'on en est ? Justement, où est-ce qu'on en est ? Et où est-ce que vous en êtes, Ellie ?
Est-ce que ça bouge? Écoute, apparemment, ça se rapproche beaucoup des Apple Store. Certains auraient commencé à recevoir du stock et on parle d'une date, je crois, du 26 juin, j'ai entendu dire. Pour l'instant, nous, aucune nouvelle. Tu imagines bien que dès qu'on a vu cette news, j'ai immédiatement appelé Apple, qui est en raccourci sur mon téléphone, donc en disant et nous, c'est le 26 aussi? Eh ben non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Ce qui ne veut pas dire non, mais ça veut dire que pas le 26. Donc, non, c'est le 18 en fait. Le 26, c'est dans, c'est dans 7 nouveaux pays, dans la Suisse. Oui. Dont la Suisse, la fameuse Suisse. Voilà. Oui. Et dans les Apple Store, c'est à partir de jeudi 18. Donc c'est ce jeudi, quoi. Donc c'est après-demain. C'est ce que j'ai vu dans l'article de Mac Forever. Ouais. Oui. C'est après-demain le 18, hein, donc c'est vraiment c'est demain, quoi. Hein. Après, la question, c'est quels seront les modèles qui seront disponibles en Apple Store? Est-ce qu'ils auront vraiment tous les modèles de montres? Par exemple, est-ce que la grille sidérale, qui a priori s'est bien vendue, sera présente? A priori, non. Non, dans ce que dit Apple, non, justement, sauf celle-là. Celle-là, ça sera plus tard. Parce que quoi? Parce qu'elle est trop demandée? Oui, ils n'arrivent pas à en produire assez. Ok, donc on va suivre cette actu de l'Apple Watch et avec peut-être une dispo en magasin pour la plupart des modèles, en tout cas dès jeudi, donc dès après-demain, si vous nous regardez lors de la première diffusion. Compte sur nous pour les relancer, en tout cas. Hein, oh, donc, je sais. Au nom des APR. Je sais. Alors, et tu sais à quel point on trouverait ça juste que vous puissiez le faire. C'est gentil. Écoute, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'Apple organise une réunion pour tous les APR, deuxième quinzaine de juillet. Donc, on est tous invités à Paris. Évidemment, on ne connaît pas le sujet, ils ne nous le disent pas à l'avance. Mais si on est très optimiste, on peut se dire que s'ils nous réunissent tous, c'est pour nous annoncer peut-être comment va se passer la distribution de l'Apple Watch, ou peut-être pas. Hein. Mais bon, si on est optimiste, on va se dire que peut-être. Bon, on croise les doigts et on suivra ça avec toi, évidemment, Élie. On va passer à un autre sujet important, très important du mois de juin, c'est l'arrivée d'Apple Music. Donc le service de musique en streaming annoncé par Apple il y a 8 jours lors de la keynote de la WWDC. On en sait un petit peu plus, les amis, sur la rémunération des maisons de disques et des artistes, enfin en tout cas de la part qui ne reviendra pas à Apple, sur les morceaux qui seront commercialisés dans le cadre d'Apple Music. Qui veut prendre le relais? Moi je veux bien, mais bon, la qualité d'image étant pas... Oh, c'est pas grave, on va faire de la radio, t'inquiète pas. Alors je me fais chambrer là sur Twitter en ce moment. Tu es un petit peu pixelisé, oui. Tu es un petit peu 20e siècle. Pour répondre, je n'habite pas dans le Berry, contrairement à ce qu'on me dit sur Twitter. Enfin bref. Je ne suis pas en bas débit non plus, mais bon. En fait, oui, la part c'est 70% pour les maisons de disques, ce qui finalement est conforme à ce qui se fait déjà, notamment même Spotify, c'est cette répartition-là aussi, quoi. La seule chose par contre, c'est qui différencie Apple de ses camarades, c'est que pendant la fameuse période d'essai de 3 mois gratuit, gratuit pour les utilisateurs, les 70% là par contre ils ne seront pas reversés, quoi. Voilà. Ah bah non, c'est gratuit, alors ils ne vont pas reverser. Non, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais bien sûr. Il y a bien un moment donné quelqu'un qui paye. Oui, mais pas Apple. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. En l'occurrence, ce ne sera pas Apple. Bon, donc voilà pour Apple Music. Donc, arrivée toujours prévue le 30, hein? Ouais, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu le faire pour la fête de la musique le 21, mais c'est pas mondial. Donc, Jack Lang n'est pas connu à Cupertino. Voilà. Oui, j'ai failli être un petit peu vulgaire, mais pour le dire plus calmement, je pense qu'ils n'en ont rien à faire de la fête de la musique chez Apple. Ils ont leur calendrier, le reste. Voilà, je pense que le London iTunes Festival est beaucoup plus important pour eux. Puisqu'il se passe quelques jours plus tard, je crois, c'est début juillet de mémoire. Et pendant ce temps, la concurrence s'organise, juste avant l'arrivée d'Apple Music. Oui, parce qu'il y a Spotify et Deezer qui ont annoncé donc une évolution des règles justement qui se rapproche un peu de ce que va faire Apple, puisque maintenant on aura les 3 premiers mois pour 99 centimes. Donc on n'est pas dans de la gratuité, mais 99 centimes et de la gratuité, on n'est plus très loin. Mais donc on a un système qui ressemble assez à ce que propose finalement Apple avec Apple Music. Donc Spotify et Deezer collent déjà à ce que Apple est en train de faire.
Alors après, c'est tant mieux pour toutes les personnes qui vont vouloir s'abonner. Bien entendu, c'est sur un premier abonnement. Donc si vous étiez abonné, que vous désabonnez, que vous réabonnez pour bénéficier des 99 centimes, ça ne marche pas. Mais donc oui, on voit tout de suite que Deezer et Spotify ont réagi assez rapidement. Ils perdent pas de temps parce qu'ils ont bien compris, je pense, que en cette fin d'année, à mon avis, le premier, celui qui arrivera en tête sur le secteur de la musique en streaming, à mon avis, sera Apple. Surtout avec les 3 mois d'abonnement gratuit et le nombre d'appareils en circulation. Je pense qu'Apple va avoir une grosse base d'utilisateurs assez rapidement. Et donc toi, Eddy, tu dis Spotify. Oui, à la française. C'est la prononciation à la française. Non, je te taquine. Oui. Mais je relevais cette particularité propre au nordiste que tu es. Oui, dans le Nord, on dit Spotify. C'est vrai qu'en dessous de Paris, on dit Spotify. Voilà, c'est ça. Bon, ok, Apple Music, donc il nous reste une quinzaine de jours avant que ça débarque, donc... Mais forcément... le marketing Apple est déjà très présent. Moi, je reçois des emails, je reçois des annonces dans Facebook, etc. Apple Music qui renvoient toutes sur la page officielle Apple, mais ça a déjà démarré. On risque pas d'oublier la date, en tout cas. Sur Twitter aussi. En tout cas, il y a pas d'abonnement possible avant le 30. Hein. Non. A priori, non. Même si on peut tomber parfois sur la page, comme ça m'est arrivé ce matin, a priori on peut pas aller plus loin que cette page. Si on clique sur le bouton pour s'abonner, on va pas plus loin. Alors il y a un autre service qui a été présenté et officialisé la semaine dernière lors de la conférence mondiale des développeurs Apple. C'est cette fameuse nouvelle appli baptisée Apple News. Avec au moins une offre d'emploi sur le site d'Apple. Alors, ce sont nos amis que je dise pas de bêtises, de Mac Forever qui l'ont identifié cette annonce. Alors ce qui est assez révélateur et assez intéressant, je trouve, c'est quand on va effectivement sur le site d'Apple et que on cherche cette annonce. Eh ben on tombe pas du tout sur une annonce de recrutement de journalistes, puisque l'annonce elle est étiquetée comme étant une annonce. J'essaie de vous la trouver. Évidemment, si voilà, je l'ai sous la main. Regardez, hop. Alors, si vous la voyez, c'est la première là, vous voyez, éditeur Apple News. Donc c'est sur le papier une fonction de journaliste, mais de quelle division vous dépendrez? Du marketing. Et ça, j'adore. Voilà. Ah bah oui. Donc voilà, Apple n'est pas en train de devenir un média, en tout cas pour Apple News. Pas encore. Ils vont organiser l'info de la manière qui leur convient. Ah oui. C'est ça? Mais attends, ça va venir. Entre la musique, les news, etc. Peut-être un jour la télé, avec le nouvel Apple TV un jour, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et puis il y a les stations de radio. Il y a les fameuses stations de radio. Beats One, absolument. Donc attends, peut-être qu'un jour Apple va détrôner Murdoch, va savoir. Bon. Voilà, en tout cas, je voulais juste attirer votre attention sur ce petit détail qui, moi, m'a fait sourire en tant que journaliste. Donc, le 30 juin, Apple Music et sans doute aussi du nouveau du côté de GarageBand. Pourquoi ? Oui. Bon, parce que on peut parier que si on fait une très jolie chanson avec GarageBand, on va pouvoir la soumettre et la publier pour que des fans puissent la regarder. Ça s'est déjà fait dans des sites moins connus, donc pourquoi pas chez Apple, tu sais, à une époque, il y avait MySpace qui permettait de faire ça, même si maintenant on en parle un peu moins, où les jeunes talents pouvaient publier leur musique et se faire suivre, etc. Donc pourquoi pas, moi je vois bien ça en tout cas. Ouais. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu ils auraient pu le présenter lors de la keynote, plutôt que de nous faire une tartine avec Jimmy Iovine. Oui, pareil. Non, mais c'est intéressant. Si ça peut permettre à des musiciens amateurs directement de proposer des morceaux à la vente sur pourquoi pas, sur Apple Music, ça, ouais.
Oui, parce que l'objectif d'Apple Music, parmi les 3 étages de la fusée, donc il y a un étage qui est le lien entre l'artiste et les fans. Bah oui. Et je pense que là, ce GarageBand, tel qu'il se présenterait le 30, s'il y a effectivement une fonctionnalité qui permet de créer un morceau et de le mettre directement en ligne, ça pourrait permettre ou à des artistes amateurs ou à des artistes confirmés de s'amuser un peu et puis de tout de suite présenter leur création sans passer par les maisons de disques et donc d'avoir cette proximité justement qu'essaye de rechercher Apple entre l'artiste et les fans. Ouais. Vous avez vu cette rumeur sur Apple qui chercherait en gros à proposer un gros contrat à Blake, l'artiste qu'on a vu la semaine dernière qui n'a enthousiasmé personne, non? Ah non, c'est non compliqué. D'accord, bon. Pour présenter les keynotes, Pardon, Eddy? Je dis pas pour présenter les keynotes, j'espère. Non, je pense pas. J'espère pas, parce que il était un petit peu soporifique quand même. Je pense pas. Et le propos était le mot qui convient, soporifique. Bon, allez, on continue avec à nouveau iOS 9 et les perspectives à venir pour la prochaine version du système qui fait tourner l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Il sera possible de bloquer la pub dans Safari avec iOS 9. Mais alors ça, c'est pas bien. Comment vont vivre les sites qui vivent de la publicité? Ouais, non, moi, je trouve que c'est pas une très bonne idée non plus. À développement d'ailleurs, c'est un peu leur cœur de métier. Bah oui. Mais ouais, c'est vrai que je trouve pas ça très très malin non plus. Mais bon, visiblement, Apple, la pub, ils s'en foutent un peu, puisque de toute façon, leur régie à Yad, ça marche pas. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour mettre des bâtons dans les roues à Google, je sais pas quel est le fondement de tout ça, mais c'est vrai que j'étais surpris de voir ça. Je crois que tu as bien résumé la situation. C'est ça. Bon. Mais Free le fait déjà aussi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est une tendance. Et si Apple s'y met, c'est sûr que c'est pas bon. Voilà, ça c'est. Bon, enfin bon. On pourrait en parler une heure, et notamment, je suis sûr que Guillaume aurait beaucoup de choses à dire sur ce point-là. On va peut-être attendre qu'il revienne. D'ailleurs, on fera un débat avec lui. On garde le sujet au frais pour lui. Exactement. Mais tant que les pubs Mario passent. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Autre concurrent qui peut peut-être se faire un petit peu des soucis ou pas, c'est Flipboard, justement en relation avec l'arrivée d'Apple News, cette nouvelle appli, cet agrégateur d'infos en fait. Est-ce qu'il y a un danger pour une appli comme Flipboard qui a connu un gros succès? Je crois pas, parce que il y a d'autres constructeurs qui ont essayé de faire un peu la même chose. On a BlinkFit sur les smartphones HTC, on a Smart Bulletin sur les LG, et la plupart du temps, les utilisateurs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils virent ces trucs-là. Donc je pense que Flipboard a ses utilisateurs et qu'il les gardera. Et par contre, pour ce qui est de cette application, je suis pas convaincu que News, ça soit un succès phénoménal, parce que c'est pas vraiment quelque chose que les utilisateurs recherchent. Après, à voir. Mais je sais pas, peut-être pas. Ça va dépendre comment c'est fait, hein. Oui, exactement. Mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a une appli faite par Facebook qui s'appelle Page. Ou quelque chose comme ça, mais qui n'est disponible que aux États-Unis. Donc moi je l'ai testé, il faut avoir un compte dans le store US pour pouvoir la télécharger, et qui présente des news dynamiques. Donc peut-être qu'aux États-Unis ça marche mieux, hein. En tout cas Facebook s'y intéresse et a sa propre appli, donc Apple vient peut-être concurrencer un peu Facebook en frontal là-dedans. Je crois que ça s'appelle Article, je crois. Chez ou Facebook. Article. Oui, en tout cas ils ont une appli dédiée à ça. C'est ça, voilà. Une page, c'est plus un traitement de texte chez Apple, c'est vrai. À travers cette application, on voit aussi la difficulté qu'a Apple, mais qu'ont aussi les grands groupes de presse, à se réinventer sur le support numérique, parce que on voit bien que le kiosque, ça n'a pas fonctionné. Aussi parce que la presse n'a pas joué le jeu en reproduisant à l'identique au format numérique ce qui existait en version papier. Donc on voit là Apple sortir une nouvelle application pour essayer de redynamiser ce secteur, mais on sent bien quand même que c'est compliqué de trouver un modèle qui va fonctionner, qui va réinventer la presse écrite, mais sur un support numérique. En tout cas,
j'ai pas la sensation qu'Apple tient la recette miracle, puisque Flipboard le fait déjà, mais à voir comment ça va être intégré justement dans iOS 9. Ça va être intéressant quand même de voir comment l'intégration va se faire. Et même Ellie, même le quotidien qu'Apple éditait avec le groupe de Rupert Murdoch a pas marché. Hein. Non. Le problème est très simple. Aujourd'hui, en tout cas sur médias numériques, tout ce qui est payant marche pas. Tous les groupes de presse ont essayé de faire des abonnements, que ce soit Libération, Le Monde, Le Figaro, tous les autres ont essayé. Nice Matin chez nous. Et le problème, c'est que si le prix est très élevé parce qu'il faut faire vivre un groupe traditionnel, les gens ne s'abonnent pas. Et si c'est très 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 bon marché ou gratuit, du coup les groupes gagnent pas d'argent. Donc c'est compliqué. Il y a une équation à résoudre. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Puis après, c'est vrai que ça va aussi, ça va être des contenus qui vont forcément être différents selon les pays. Donc l'offre d'emploi d'Apple basée en Californie, elle concerne, je pense, la version américaine d'Apple News. Oui, d'ailleurs, le Apple News n'arrivera pas en France avant, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de date pour l'instant. Je crois que c'est l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis, il me semble, des pays anglo-saxons. Donc, effectivement, en France, on ne sait pas quand ça arrivera et on ne sait pas à quoi ça ressemblera finalement. Teddy, c'est toi qui a vu cette news qui concerne Spotlight et Siri dans iOS 9 et WatchOS 2? Oui, effectivement, on peut faire des calculs et des conversions de vie, par exemple. Ça peut être pratique juste en allant dans Spotlight. Donc, ça, je pense que c'est pas mal parce que souvent, moi, quand je regarde sur Internet, sur certains sites où les prix sont affichés en dollars, bon, c'est pas forcément d'avoir la conversion comme ça, il faut connaître le taux de change et tout, et là de pouvoir le faire juste en allant dans Spotlight, c'est quand même super. Pas mal. Pas mal. Et puis une dernière nouveauté qui nous avait échappé, en tout cas la semaine dernière, ça concerne les appels et les SMS à partir d'un Mac, c'est ça ? Oui, moi j'avais bien retenu ça. Oui. Dis-nous, Ellie. En fait, il ne faudra plus passer par la proximité du Wi-Fi ou du Bluetooth pour pouvoir les décrocher. Maintenant, ça passe par la connexion cellulaire. Donc, en fait, on pourra prendre un appel sur son iPad ou sur son ordinateur, alors que l'iPhone, qui contient la carte SIM, peut ne pas être à proximité immédiate. Voilà la nouveauté. Voilà, ça va alors, être... comment ils font ? Je ne sais pas. Bon, on verra, on testera. Ce sera dans iOS 9, donc sorti cet automne. Potentiellement le 25 septembre avec la nouvelle génération avec des versions bêta qui vont s'échelonner quasiment toutes les 2 semaines si on reprend les calendriers des années précédentes. Donc d'ici une semaine arrivera normalement la bêta 2 par exemple. Voilà, et on suivra, on va suivre ça dans iWeek et sur Watch TV. Merci beaucoup à tous les trois. Salut Teddy, salut Eddy et salut Ellie. Merci d'avoir été avec nous en ce mardi soir pour la première diffusion en direct, rediffusion toute la semaine. Et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.